être sur déter. Est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Moi, ce que je veux donner, c'est de la détermination, mais aussi rappeler que l'entraide, c'est fondamental. On doit faire 2 fois plus d'efforts que les autres au final. C'est une force, c'est ça que je trouve magnifique. 2 fois plus déterminé. C'est ce qu'on veut, c'est la motivation. On est venu parler motivation, donc si dès le samedi matin t'es déter, il y a plein d'opportunités à chaque coin de rue, il y a plein de gens qui ont la même passion que vous. C'est un truc qui nous a sauvés. On peut atteindre son monde, rester branché et partager. Parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. Pour nous, c'est une passion, frère. Yo, c'est Guise et vous êtes sur Déter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David. Comment tu vas, David? Ça va très bien et toi? Très bien. C'est moi qui ai le plaisir d'être reçu, Oh. déjà, parce que t'as le plaisir, c'est bien, mais j'en ai plus que toi. Bah, c'est un plaisir partagé alors. Exactement. Parce que voilà. franchement, c'est vraiment un honneur de. En plus, ça faisait très longtemps que je voulais avoir un photographe et t'avoir toi en particulier. Et ça fait un moment qu'on a essayé de le caler. Et ça fait un moment qu'on a essayé de le caler. C'était compliqué, mais regarde, on est là, tout va bien. Carrément. Est-ce que t'es déter ce soir? Toujours. Toujours? Ouais, le soir, le matin, des fois je dors, je suis déter. Et ça me réveille Ok. tellement je suis déter. Ah ouais? Ouais. Genre, t'as une... Des fois je dors, bam, Ok. je suis déter. Ouais. Ok. Je me lève, je suis déter. Donc très bien, bah, je pense que tu as compris le concept du coup de l'émission. On est sur un bon début. Donc du coup David, tu es photographe pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Et tu es plus particulièrement photographe pour le rap français, enfin on te connaît surtout pour ça en tout cas. Exactement. Et moi, bah, avec chaque invité, on commence par le début tout simplement. Et je voulais savoir d'où vient l'origine de ta passion pour la photographie. Et voilà, commençons par ça. Et voilà, commençons par ça. À la base, la photographie, pour moi, c'est pas du tout... Enfin, à la base, hein, on remonte. C'était pas du tout une passion. J'ai arrêté l'école en 3e. J'ai aucun diplôme. J'étais au quartier, je faisais rien. J'ai acheté un appareil photo plus pour passer le temps, passer l'ennui, que par passion. Ok. Et petit à petit, commencer à créer des choses... tu vois, m'occuper, ça m'a, je sais pas comment dire, ça m'a déter, tu vois, ça m'a mis dans un truc où, voilà, je suis plus là à rien foutre, je fais quelque chose, et avec le temps, j'ai essayé d'être très critique envers mon travail, envers ce que je fais, et ça s'est professionnalisé de plus en plus, et ensuite, c'est devenu une passion. Mais à la base, c'était purement, bon, y a rien d'autre à foutre, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, tu vois. Ok. Et est-ce que tu as un souvenir d'une de tes premières photos où justement il y a eu cette transition qui s'est faite entre juste passer l'ennui et puis aussi pourquoi la photo spécialement? Parce qu'il y a plein de manières de passer le temps. En fait, mon frère faisait du son à l'époque et donc j'avais acheté un appareil juste pour lui faire quelques photos comme ça pour les réseaux, tu vois, essayer de développer un peu ses plateformes et vraiment sans aucune prétention. T'avais quel âge à cette époque? Ouais, j'avais 21 ans, c'était Ok. en 2011. Ok. Ouais, je galérais bien avant, hein. Donc la photo, Tu vois, c'est venu assez tardivement, quoi. Ouais, c'est venu très tardivement et donc j'ai 21 ans, j'ai commencé à lui faire quelques photos, c'était cool. Et en fait, je viens d'un quartier dans le 91 où il y a un artiste qui vient du même quartier qui s'appelle Tito Prince. Bien sûr, ouais. Et en fait, son manager à l'époque m'envoie un message pour me dire putain, j'ai vu les photos que t'as fait à l'As, qui était le blaze de mon frère. Ouais, j'aimerais que tu fasses des photos pour Tito, etc. Et donc à ce moment-là, je me suis dit écoute, photo et rap, c'est cool ce truc, ça existe. Donc je commence à regarder sur YouTube et je vois que Fifou fait ça, je vois qu'il y a Armen, je vois des noms de gens qui sont un peu installés, je me dis mais putain, ce métier-là, il existe. Alors premier constat, la conseillère d'orientation, elle a chié. Elle aurait pu m'envoyer vers un truc beaucoup plus cool que le CACES. C'est quoi le CACES? C'est conducteur de chariot élévateur, tu vois, j'étais préparateur de commandes. Ok, d'accord. Et donc j'aurais pu faire un truc beaucoup plus cool, et donc je me dis tiens, ça peut être intéressant. Et en fait j'ai un pote à moi aussi qui est le cousin de Maury de la Coméra, Mo. Et donc il tournait un clip et il me dit ouais vas-y viens, je vais sur son clip, tout ça. Donc moi je prends un appareil, je vais et je commence à découvrir un milieu où très ouvert et où en fait tout le monde peut travailler. On s'en fout de... alors, ça va paraître un peu... Pas besoin de diplôme ou Ouais, quoi voilà, que ce tu vois, il soit. n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin... T'es un homme, t'es une femme, on s'en fout. T'es gros, t'es mince, on s'en fout. On n'en a rien à foutre, en fait. Juste viens, bosse, quoi. Et je trouve ça hyper cool.
Tu vois, sachant que la ville d'où je viens, sur un CV, des fois, elle peut être un peu compliquée, tu vois. Tu viens de quelle ville si tu Moi, peux j'ai le grandi à Vigneux. C'était, Ok. enfin, en tout cas, à l'époque, c'était assez complexe, tu vois. C'est une ville d'émeutiers. En 2005, on a bien rigolé, tu vois. Ah, ok. Oui. Mais du coup, ouais, c'était. Parce que du coup, quand tu racontes tout ça, les premières photos, etc., c'est vers quelles années? Ouais, moi, c'est 2011 vraiment Ok. que je commence à faire de la photo. Et donc, quand j'arrive. Avant, je faisais plus de vidéos. D'accord. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de vidéos. Je filmais tout, en fait. J'avais un blog et je filmais tout ce qui se passait au quartier. Donc Les il y a bagarres, toujours les quand même embrouilles, les émeutes. ce goût pour l'image. J'étais un reporter, c'était marrant. Tu sais, sur les Skyblog à l'époque, je sortais des vidéos qui tournaient pas mal. Ok. C'était assez drôle, mais c'était sans aucune prétention. Je faisais n'importe quoi. On filmait ce qui se passait dans la cité. Et Ouais, mais Comme il y avait- je pense que c'est important quand même pour la suite de l'histoire. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, t'aurais pas eu le Ouais, déclic de prendre ton photo de peut-être ton que frère. ça commence là. Peut-être que ça commence là. Après, c'est vieux et Oui. des litres d'une substance légale sont passés et du coup j'en ai perdu quelques souvenirs, mais je pense Ok. que ça commence là. Et donc comme je te dis, j'arrive dans le rap et je vois tu sais, quand tu te présentes à des emplois et que tu essaies d'avoir un taf, t'as pas de diplôme, t'as rien, t'as beau être n'importe qui, on s'en fout en fait, t'as pas de diplôme, t'as pas d'expérience, vas-y, salut. Et là j'arrive, on s'en fout. Ah putain, ouais, c'est cool, viens, on avait besoin. Et puis 2 jours après, je me retrouve sur une interview avec un autre gars, et puis tu sais, tout s'enchaîne assez vite en fait, parce que il y avait des forts besoins en images à ce moment-là. Et donc je me retrouve je gagne pas forcément d'argent, ou très peu, mais je me retrouve à aller un peu partout, et je me dis putain, c'est vachement intéressant ce qui se passe. Et donc je commence à essayer de développer mon œil, à essayer de me professionnaliser. À l'époque, je me renseigne pour aller dans des écoles. J'ai pas le bac et c'est 10 000 € l'année. Je les ai pas non plus. Donc je me dis, on va essayer de faire sans les écoles. J'achète 2-3 bouquins que j'ai du mal à lire parce que je suis pas vraiment très fort en lecture non plus. Et je regarde énormément de vidéos, de making-of. À l'époque, il y avait beaucoup de vidéos, ça se faisait en accéléré sur les retouches. Je mettais pause toutes les 3 secondes pour voir exactement comment ils faisaient. Et j'essayais de reproduire pas mal de choses et de faire évoluer mon œil, en fait, et mon aptitude à capter l'instant, en fait. Parce que ça vient pas comme ça. Ça s'entraîne, forcément. Et donc, je commence à devenir un peu bon et on commence à m'appeler. Ok. Et ça, c'est cool. Donc on commence à dire ouais, on veut David de la place pour. C'est quoi les premiers appels? C'était pour des covers déjà ou Non, les covers, j'ai commencé tard. J'ai quelques photos qui avaient été utilisées pour des covers. Je crois que la première c'était Green Money à l'époque, mais ça date vraiment. J'avais fait un shooting avec lui où ils avaient besoin. À la base, on m'appelait surtout pour du contenu pour les réseaux, photos de presse, 2-3 choses comme ça. Et donc, je fais un shooting avec lui un jour et lui il préfère les photos qu'on a faites à la pochette d'album qui avait été proposée. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais, c'était cool. Et du coup, je me retrouve à avoir ma photo en pochette d'album. C'est pas moi qui fais le graphisme, c'était juste on s'est baladé avec un pote devant une boutique d'Harley, on a fait quelques photos. Enfin, il y a vraiment aucune prise de tête, aucune direction artistique. Ok, donc c'est tu vraiment touchais pas encore à tout ce qui est post-prod, on va dire. Non, je touchais à rien du tout. Et donc, je me mets à faire. C'est ma première expérience, on va dire. Mais à l'époque, on m'appelait surtout pour couvrir déjà beaucoup la presse, pour couvrir des événements, tu as des reportings live sur des concerts, des shootings d'artistes à droite à gauche pour parler de leurs projets, etc. Donc c'était beaucoup ça. Et au bout d'un moment, j'ai voulu passer un cap. En fait, j'en avais un peu marre qu'on m'appelle. C'était surtout de la photo ou de la vidéo aussi du photo, coup non, que photo. Donc t'avais arrêté. J'ai eu une expérience de vidéo très très jeune. Ok. Quand après, tu t'es concentré sur émeute 2005. L'expérience, elle date de là. Et après, ça m'a pas plu plus que ça, la vidéo. Okay. J'ai eu d'autres expériences plus tard, mais c'était autre chose. Et donc, je me suis mis à essayer de faire connaître mon nom différemment.
C'est-à-dire qu'en fait, à la base, il y a beaucoup de médias qui m'appelaient, beaucoup de presse, beaucoup de choses, mais c'était pas vraiment des choses sérieuses, concrètes, comme ce que je peux faire aujourd'hui, des pochettes d'albums, etc. Et donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire quelque chose qui fasse parler de moi en bien. Parce que parler, c'est bien, en mieux, en bien, c'est encore mieux. Et donc, je me suis mis à réfléchir, et donc j'ai eu l'idée, à ce moment-là, de faire un livre photo sur l'histoire du rap, vu que j'avais traîné avec beaucoup d'artistes assez anciens. Et donc, je me suis mis à faire un livre en 2014, donc 3 ans après que j'ai commencé à faire de la photo, où je suis parti à la recherche un peu de tous les artistes du hip-hop français des années 80 à aujourd'hui étant la date de sortie du livre 2017. Et donc, j'ai shooté plein d'artistes, j'ai fait plein de choses, et quand ce livre-là sort, eh ben, on va dire que j'acquiers une notoriété de photographe qui pourrait être installé depuis 10 ans, alors que je suis là depuis 3 jours. Okay. Et ça m'a vachement mis en avant, en fait, c'était archi cool. Ça a marché comme je le voulais. Et donc ce livre-là, c'est Le visage du rap ? Exactement. Donc il est sorti en 2017. Ouais. Et il y aurait eu sûrement d'autres manières de faire pour se faire connaître. Pourquoi t'as choisi cette manière-là ? Pourquoi t'as choisi le support du livre, alors qu'en plus t'es pas forcément un grand lecteur comme tu le dis ? Je suis à moitié dyslexique, je lis très mal, et je lis trop vite en fait. Je pense que j'ai un truc dans mon cerveau qui fonctionne pas quand je lis. Je vais pas dire que je confonds des mots ou des lettres, mais je lis tellement vite que j'ai énormément de mal à assimiler ce que je lis. Et même quand j'essaie de lire doucement, j'arrive pas en fait. Tu vois, je sais pas ce que j'ai. Faudrait aller voir un psychologue un jour ou quelqu'un de spécialisé. Je l'ai jamais fait, mais ça m'a jamais dérangé. Donc voilà, mais je suis pas trop lecture. Je suis plus reportage que lecture. Et du coup, pourquoi avoir choisi ce support du livre et pas un support pour plus moi, dématérialisé l'art de la photo, il vient du papier, tu vois. Une photo, quand tu l'as sur un ordinateur ou quand tu l'as en tirage, c'est tout à fait autre chose. Donc je voulais passer par cette case-là pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand t'es photographe, un livre photo, c'est un peu le Graal, tu vois. C'est un peu la chose que tout photographe souhaite faire. En plus, c'est un bel objet, quoi. C'est un très bel objet. Mais après, ça se voit dans mon livre que j'écris pas, quoi. Il y a pas de texte, il y a que des images, il y a une préface, c'est même pas moi qui l'écris. D'accord. Et donc comme ça, c'est très bien, ça me convient très bien, moi. Après, toi, de ce que je comprends, ton mode d'expression, c'est vraiment la photo, quoi. Exactement. Donc les photos parlent d'elles-mêmes, finalement. C'est ce que j'essaie de faire au maximum. Ok. Et moi, ce que je trouve important aussi avec ce livre, c'est que du coup, tu retraces un peu toute l'histoire du rap français, mais il s'appelle Le visage du rap, quoi. C'est pas une tournée, un concert, enfin, c'est vraiment assez large. Et c'est une espèce de vue d'ensemble sur le rap français des années 90 à maintenant, comme tu as dit. 80, parce que c'est vrai, Dynasty, tout ça. Exactement. 80. Et comment tu vois ce livre dans le rôle de la mémoire du rap, tu vois, dans le sens, est-ce que quand t'as fait ce livre, tu t'es dit, ouais, ça va laisser une empreinte et ça va raconter une histoire aussi, peut-être ? Alors, raconter une histoire, oui et non, parce que je suis pas forcément là pour raconter une histoire, c'était plus la mettre en image. Il y a des personnes avec qui j'ai shooté, qui étaient des artistes, on va dire, reconnus dans les années 80, qui passaient sur Radio Nova, sur plein de trucs, et qui n'avaient jamais été pris en photo. Parce que c'était pas le mode d'expression de l'époque et c'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Tu penses à qui, par exemple ? Iron 2, MC Shoes, c'est des gars, par exemple, pour te les citer eux, quand je suis avec un des membres d'ATK, il me dit qu'il a commencé à rapper en les écoutant. Ok. Mais il les a jamais vus. Moi, tu vois, je connais ATK, mais je connais pas les deux premiers. La première fois qu'il voit leur visage, c'est moi qui lui dis, attends, j'étais avec eux, je sors mon téléphone et je lui monte les photos, tu vois. Incroyable. Ouais, il y avait pas autant, c'était pas aussi mainstream aussi, donc il y avait moins de... C'est ça, il y avait pas de réseaux sociaux, tout était sur pellicule, un appareil photo et la pellicule, ça coûtait pas le même prix. Dans les années 80, il y avait des fanzines, il y avait pas de magazines. Il y avait quelques fanzines et donc c'était autre chose. Et donc, je pense qu'il y avait un devoir de mémoire à faire qui était assez cool. Et moi, j'ai toujours été, en tout cas à l'époque, en retard sur ce qui se faisait. C'est-à-dire que j'écoutais pas forcément les dernières sorties. J'étais sur Arsenic, Lino, tu vois, j'étais sur des trucs vraiment d'époque. J'étais pas dans la dernière tendance de ce qui vient de sortir. J'étais sur mes classiques, Oxmo, Pera Puccino. J'étais dans plein de trucs et je me suis dit, putain, faut faire quelque chose qui mélange tout ça et qui ramène sur le devant de la scène
aussi bien les anciens artistes que les nouveaux. Parce que au moment où je fais le livre, je travaille aussi bien avec, tu vois, Joker, Jazzy Bass, donc des gens qui sont actuels, en tout cas, surtout au moment du livre. Je travaillais beaucoup avec l'entourage. Et de l'autre côté, je me dis, bah voilà, tu vois, les gens qui vont vouloir regarder mon bouquin, parce qu'il y a toutes ces personnes, ils vont aussi découvrir un pan du rap dont ils ont peut-être jamais entendu parler. Parce que en France, si tu commences l'histoire du rap, enfin pour le grand public, elle commence en 90 avec Solar, IAM, NTM. Sauf qu'il y a une histoire avant, il y a 10 ans de rap. Et du coup, c'était important pour moi de si je fais quelque chose, je le fais bien. Et en fait, la première personne qui a participé au livre, c'est Oxmo Puccino. Il vient un ami à moi qui l'a appelé. Enfin, moi, je suis devant mon ordi. Je me dis, putain, faut que je fasse un truc. Je réfléchis. Je dis, ok, je vais faire un bouquin sur le rap. Ok, je suis persuadé, je vais le faire. J'appelle un pote. Je dis, bon, bah voilà. Il s'appelle Aurélien. Je lui dis, ouais, vas-y, je vais faire un livre. Je suis trop chaud. Je veux faire ça. Je lui explique un peu le projet. Il me rappelle 10 minutes après. Il me dit, ok, Oxmo, il est chaud. Tu vas le chercher demain en bas de chez lui. Sympa. Donc moi, je me un très bon début. Ouais, très bon pote, mais je me dis, ok, bon, bah, maintenant, déjà, faut assumer, faut envoyer, et surtout, quand j'arrive auprès d'Oxmo, bon, je lui vends le truc, ça fait des mois qu'on est dessus, tu vois, au début, c'est pas le premier, hein, tu vois, ouais, ça fait des mois qu'on bosse dessus, il y a toute une équipe technique, attends, c'est carré. Et on fait le livre, et en fait, en parlant avec lui, puis après avec Lino, que j'ai rencontré peut-être une semaine après. Okay. Lino, c'est le Graal. Tu vois, Lino, Salif, les deux, c'est le Graal. Et quand je parle avec Lino, il me dit, et Oxmo, les deux me font comprendre, en gros, que non seulement ça peut être un très bel objet, mais en plus, s'il est bien réalisé et qu'on arrive à avoir justement toutes ces personnes, ça peut être un objet important dans la culture rap français, tu vois. Et donc, je me dis, ok, si je le fais, il faut que ce soit sérieux. Et donc, chaque personne que je rencontre après, je leur demande de me faire une liste d'artistes qui seraient intéressants pour le projet, que je pourrais ne pas connaître. Si je t'appelle et tu me cites Solar, IAM, je vais pas dire que je m'en fous, mais presque, parce que je les connais. Okay. Oui, évidemment, il faut qu'ils soient dedans. Mais cite-moi d'autres gens, tu vois, que forcément je connais pas, parce qu'on en parle peu. Et donc, j'ai des artistes à ce moment-là qui me lancent des petits défis, tu vois. Ouais, Rico, ok, vas-y, bam, j'essaie de le trouver, je le trouve, j'envoie des photos, regarde, c'est bon, je l'ai eu. Et ainsi de suite, de fil en aiguille. Et on a réussi à construire un truc qui est plutôt cool. 4 kilos, 380 pages, je crois. Waouh. Ouais, c'est un beau bébé. Hein. 380 photos ou du coup il y a plusieurs photos par page ? Non, il y en a plus, ouais, il y en a plus. Okay. Il y a 400 artistes, je crois. Ouais, c'est pas mal. Les statistiques sont plutôt bonnes. Ah, magnifique. Mais malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Tu m'aurais dit, je t'en aurais ramené un. Ouais. J'y ai pensé, mais une fois que la journée avait commencé, du coup, je me suis dit, il doit plus être chez lui. Ouais, j'en avais pas, malheureusement, dans ma voiture. Mais en tout cas, j'ai hâte de le lire et je vais vraiment aller le lire parce que. Le regarder aussi. Le regarder parce que moi en plus j'aime beaucoup les beaux bouquins, tu vois, donc et les beaux bouquins sur le rap encore plus. Ouais, pour le coup vraiment enfin après c'est moi qui l'ai fait, donc ça serait un peu c'est normal que je dise ça, mais c'est réellement un beau livre. Non, mais j'ai l'impression que c'est un livre qui a beaucoup compté, même il est souvent cité avec le temps, je me rends compte que oui. Sur l'instant, il sort, ça cartonne. On fait un financement participatif, on explose le budget. Ouais. À l'époque, j'ai les dirigeants de la plateforme du financement participatif qui me disent c'est mort, ça passera pas. En fait, ils t'appellent, ils essaient de faire des sondages pour que tu demandes un prix qui soit à peu près cohérent. Parce que si tu n'atteins pas ton objectif, ils remboursent tout le monde. Et s'ils remboursent tout le monde, ils prennent pas leur part. Donc, ils essaient de te centraliser dans un budget qui a l'air à peu près cohérent. Et je pense que personne n'y croyait. Et on a pété les scores pour le coup. Parce que là, la moyenne d'un livre photo en France, c'est 500 et on fait 1500 en un mois, quoi. Donc là, aujourd'hui, je sais même pas à combien on est. Je crois qu'on l'a réédité 3 ou 4 fois. Donc ça marche plutôt bien. Et je m'en rends compte vraiment, c'est à la période de Noël. À la période de Noël, tous les messages où je me fais insulter parce qu'il y en a plus en magasin, je me rends compte que ça part encore et que ça fonctionne plutôt bien. Ouais, c'est un beau cadeau. Fan de rap, c'est ça. Et donc, parce que là, du coup, t'as raconté le premier artiste que t'as interviewé, donc qui est donc, photographié, qui est donc Oxmo. Ouais. Mais entre temps, ça t'a pris combien de temps, du coup, de faire toutes ces photos ? Est-ce que t'as un souvenir en particulier où t'avais dû vraiment te déplacer à l'autre bout pour aller J'en ai plein. Hein. Je suis parti shooter Rocking Squat au Brésil.
Ok. Squat, c'est un artiste qui participe à très peu de projets. Et on avait une amie en commun qui m'a branché avec lui. Il a dit ok, je le fais. Ça pouvait se faire à Paris, mais je me suis dit si je le fais au Brésil, la crédibilité que ça va me donner quand je vais essayer d'attraper d'autres artistes de cette époque, elle va être largement supérieure. Et ça a totalement fonctionné. Donc j'ai pris mon billet, je suis parti au Brésil. On a shooté dans la Cité de Dieu. Ils faisaient un festival là-bas. Ouais, c'était incroyable. Hein. C'était incroyable. On était dans la Cité de Dieu avec Zé Pequeño en train de boire de la Buscavida. Incroyable. Je parle pas sa langue, mais quelques temps plus tard, on arrivait à se comprendre, tu vois. Non, franchement, c'était mortel. Et on a fait des photos là-bas qui étaient extrêmement cool, dans la Cité de Dieu et à Rocinha. Et donc, du coup, après, quand je suis revenu, le livre a pris une autre ampleur. Parce que du coup, il y a beaucoup d'artistes qui étaient peut-être un peu réticents, ils me connaissent pas. Tu vois, il y a pas mal de projets auxquels des artistes ont participé et qui sont jamais vraiment réalisés. Il y a dans le hip-hop, il y a beaucoup de gens qui sont pleins de bonnes idées. Il y a beaucoup de projets qui naissent, mais il y a beaucoup de projets qui avortent aussi. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui deviennent un peu lassés de toute cette formule. Tu vois, qui finissent par ne pas aboutir. Et du coup, les gars, la semaine dernière, j'étais avec Rocking Squat à Rio. Ça calme un peu, tu vois, ok, bon, c'est sérieux, on peut y aller, quoi. Mais du coup, c'est le fait que tu ailles te déplacer aussi loin qui a... Ouais, ça met qui du a rendu sérieux. crédible, oui, mais oui. Il est déter, le gars, quoi. Ça met du sérieux, si le mec, il est capable de traverser la planète pour aller chercher une photo, c'est qu'il est peut-être un peu sérieux, tu vois. Ouais. Et puis en plus, t'as la photo à l'appui, quoi, donc... Exactement. Et donc, c'était plutôt cool. Ça, c'était une belle expérience du bouquin. Après, franchement, il y a trop de passages. Je te citais justement Salif, qui est un artiste qui ne fait plus rien, plus rien avec le rap. Moi, il est à la retraite depuis quoi, 2012, 2011, non? Ouais, quelque chose comme ça, et surtout une vraie retraite. Ouais, oui. C'est pas la retraite de 90% des rappeurs qui finissent par revenir avec un album, c'est une retraite de je me suis barré et j'ai pas fait d'interview pour dire ok les gars, je me barre. Et je jette le micro. Je vais pas le faire, ça coûte cher. Mais et c'est pas les nôtres surtout. Et c'est pas les vôtres surtout, merci. Et donc non, je le rencontre dans son agence, il a une agence maintenant, donc une agence vidéo publicitaire, et donc je le rencontre et à la base je suis pas du tout là pour lui, je suis en train de parler avec quelqu'un d'autre et je vois il est là-bas, j'ai dit attends, je vais aller discuter avec lui. Je vais pour discuter avec lui, il me dit c'est mort. Tout simplement, c'est mort. Et donc, moi, je lui dis, j'accepte pas, tu vois, c'est impossible que ce soit mort. Je pars, donc je retourne dans moi à mon rendez-vous, et puis je reviens, il est en rendez-vous à ce moment-là, hein. Je reviens, je retourne le voir, je dis, mais non, mais c'est pas possible. Je m'assois avec lui, je parle, je lui casse les couilles, un vrai casse-couille, tu vois. Déter. Parfait, non, franchement, ça t'inquiète, ça colle. Et donc, il me dit non, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1000 fois, peut-être. Ouais. et en fait, via son agence, il a des besoins en photo, donc de temps en temps, il m'appelle. Ok. Donc il m'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Parce que du coup, tu lui avais donné ton contact. Ouais, en fait, il bosse avec Princesse Agnès, qui est sa femme pour le coup, et c'est elle que j'avais appelée au début pour le livre. Donc j'étais en rendez-vous pour le livre avec elle, et lui était à côté. Donc je lui dis attends, je suis désolé, mais 2 secondes. Tu vois, moi Salif, c'est l'artiste que j'ai le plus écouté, surtout adolescent. Donc il dit c'est mort, je suis obligé de au moins essayer, tu vois. Je me dois d'essayer. Et donc je commence à bosser avec lui, on part faire des shoots, on part shooter à Abu Dhabi pendant 2 jours, on revient, trucs. Frère, moi je suis au bout de ma vie. Je suis avec Salif à Abu Dhabi dans des restos en train de bouffer, on fait des photos, ça régale. Incroyable. Mais c'est pas lui sur mes photos, donc je suis pas content, tu vois. Non, mais c'est déjà quand même pour belle... l'expérience, c'est cool, tu vois, c'est cool. Je peux mourir tranquille et me dire j'ai fait ça, tu vois. Donc je pense que si on te remettait 15 ans avant. À 15 ans avant, tu m'aurais dit un jour tu seras avec Salif à Abu Dhabi en train de bouffer. J'aurais dit, allez, casse-toi de là. T'as craqué, frère. Qu'est-ce que t'as fumé? Et non, c'est vrai. Et écoutez. Incroyable. Et donc, je finis un jour, je pète un plomb et je me dis, vas-y, il faut que j'arrive à l'avoir. Ouais. Et lui, alors que vous partiez en vacances, en tournage ensemble. Non, il voulait pas, parce qu'il voulait rien. Non, tu sais, il y a des gens qui lui ont proposé des sommes astronomiques pour racheter des morceaux de couplets pour faire des feats ou pour ressortir un album. Il a toujours dit non, il voulait plus rien avoir à faire avec le rap. Et donc moi, je suis quelqu'un qui est très psychologique.
Tu vois. Et donc je me tape une nuit entière où je lis strictement tous ces interviews. J'écoute tous ces interviews et je prends des notes. Et je prends des notes à chaque fois où il parle en bien du rap. Il a eu des problèmes judiciaires, le fait qu'il soit en contrat à l'époque, ça lui a permis d'éviter la prison parce que du coup, il a pu avoir un aménagement. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ça lui a quand même pas mal sauvé le cul, le rap, tu vois. Et donc, moi, je lui ai écrit un courrier, je lui explique, voilà, pourquoi. Un courrier, c'est un message, hein, mais je lui ai écrit un texto. À l'époque, s'il était payant 10 centimes les 380, je l'aurais jamais envoyé. J'aurais payé 50 € pour lui envoyer. Donc, je lui envoie, c'est presque une lettre d'amour. Et donc, je lui explique pourquoi j'ai besoin qu'il le fasse, en fait. Non pas que pour moi, mais pour l'histoire du rap et aussi parce que lui a été. Et je lui propose de faire une photo symbolique sur un toit de Boulogne de dos. Il dit, j'ai même pas besoin que tu sois de face. Je te mets de dos en double face, en double page. Incroyable, faisons-le. Et il me dit, je réfléchis. Déjà, il me dit, je réfléchis, frère. Ah ouais, non, je suis content. Et il me dit, je te réponds ce soir. Je réfléchis, je te réponds ce soir. Et il me donne pas de nouvelles, genre pendant 3 jours. Ah putain, je me sens ghosté de ouf. Tu vois. Ah ouais, il m'a mis dans une friend zone incroyable pendant 2 jours. Ah, j'étais pas bien. Et il me dit, ok, je le fais. Et donc, au bout de 3 jours. Ouais. Au bout de un peu plus, je le relance, il me dit ok, je le fais. Et donc on va à Boulogne, on arrive à peine à Boulogne, les gens ils commencent à lui dire ah c'est bon, tu refais du son. Il me dit putain, je savais que je devais pas le faire. Et le gars qui devait nous ouvrir un accès au toit, il est pas là. Et donc on est en bas et il y a rien, tu vois. Et donc on finit par shooter en bas du bâtiment devant chez sa mère et où habitait sa mère avant en tout cas. Et j'arrive à gratter un 3/4 face capuche où on le reconnaît un peu mais pas trop. Et ça me convient très bien. C'est mystérieux, ça va avec le truc, l'histoire est belle. Et le soir même, je mets un truc sur Insta, je dis putain, aujourd'hui j'ai fait le shoot parfait. Tu sais, je mettais beaucoup de compte rendu sur les réseaux pour que les gens voient l'avancée un peu du bouquin et pour que ça commence à créer une émulsion, tu vois. Et je mets ça et j'ai Agnès qui m'envoie un message justement et qui me dit bah t'as eu qui? Je dis mais il t'a pas dit. Et là elle a vu et elle m'a dit putain t'es vraiment, je pensais que c'était mort et t'es le seul qui aura réussi quoi. Putain. Une belle réussite quand même. Ouais, là j'étais content. J'imagine. Petite fierté sur le moment. Ouais, en plus c'est vrai que Salif, à part ça, il a plus jamais donné de nouvelles, même maintenant il y a toujours pas de... Non, tu sais, il est dans ses... Je pense qu'il est dans ses affaires, ça se passe très bien pour lui, tout fonctionne très bien, il a pas forcément besoin de faire des apparitions médiatiques. Tout le monde n'a pas besoin d'être médiatisé, tu vois. Et donc du coup, ce livre, ça t'a permis vraiment de te professionnaliser et de me professionnaliser aussi, de me professionnaliser, de connecter énormément d'artistes, de labels, de managers, etc. Il y en a beaucoup avec qui j'ai retravaillé ensuite, et ça m'a permis aussi de sortir quelque chose au moment où vraiment au moment où le livre sort. Il y a des gens qui pensent que je suis installé depuis 20 ans, quoi. Et du coup, t'as pris 3 ans pour faire ce livre, mais tu faisais quoi? Tu faisais autre chose, non? Non, 3 ans et demi. Après ça dépend parce qu'il y a des périodes où je taffais, il y a des périodes où j'étais préparateur de commandes chez Philips Lighting, ça se trouve c'est moi qui t'ai fait livrer chez Merveilleuse Ampoule. Donc à côté t'étais obligé d'avoir un taf parce que ça te... Ouais, j'étais obligé, oui. Et t'avais d'autres shootings aussi, j'imagine, peut-être? Ouais, je faisais des shoots. Après j'ai eu un enfant en 2013. Et donc il a fallu ramener des sous. Bien sûr. Vois, donc c'était plus... je peux plus être égoïste, moi tout seul, je gagne de l'argent, j'en gagne pas, je mange des pâtes, tu vois. C'est pas, là c'est plus pareil. Bien sûr. Et un enfant, il faut forcément le nourrir, payer des couches, payer un toit, l'électricité, etc. Et donc, t'es obligé de bosser. Donc, avec ma femme, en tout cas à l'époque, on a fait ce qui était nécessaire pour qu'on manque de rien, tu vois. Et puis voilà, il y a des moments où j'ai pris des missions d'intérim. C'est dans le surgelé de nuit à conduire des chariots élévateurs. D'accord. Ça reste plutôt bien payé vu que c'est de l'intérim. Et puis je travaillais des fois 2 mois, je prenais mes salaires et puis je savais que j'étais tranquille pour quelques autres mois. Et puis voilà, tu vois, j'ai en dents de scie. C'était vraiment, c'était jamais stable quoi. C'était toujours, il y avait plusieurs. Ouais, de toute façon, à partir du moment où t'es artiste, et j'ai envie de te dire, si je peux me considérer comme ça, t'es jamais stable. Mais là maintenant tu vis complètement de la photographie. Je vis complètement de la photo, mais je suis jamais stable non plus. Ok. Oui, parce que c'est aussi les délais de paiement. Ouais, voilà. Les délais de paiement, tu sais, aujourd'hui je suis dans une autre sphère.
j'ai des problèmes de pauvres et des problèmes de riches en même temps. Ok. Des fois, on me doit des sommes qui sont astronomiques parce que c'est pas forcément que c'est archi bien payé, mais c'est que quand je vais faire des décors ou quand je vais louer des gros studios, t'as des studios, la journée c'est 2 000 €, tu vois. Donc quand t'as mis les avances de studio, de make-up, de styliste, et que t'as tout payé pour la pochette et que t'es payé des fois 6 mois plus tard. Ah oui, c'est toi-même qui fais les avances? Bah ouais. Ah, c'est pas le label Non. Ouais. Il faudra qu'on en discute ça d'ailleurs. Les labels, s'il vous plaît. Ouais, bah tu peux passer le message parce que c'est vrai que c'est pas normal. 6 mois, c'est long. Hein. Ah les gars, j'ai eu 1 an une fois. 1 an. Un an. Ouais. Wow. Si tu regardes, on se sait, toi et moi. 1 an. Et donc non, forcément, tu vois, c'est un peu compliqué. Et ça tu t'en es rendu compte à quel moment qu'il y avait ce genre de problématique qui pouvait exister aussi? C'est très vite, quand t'as commencé la photo, t'as vu des délais comme ça? Ouais, bah, quand j'ai commencé à me professionnaliser, je me suis rendu compte que, il pouvait y avoir des délais qui étaient un peu chiants. Après, avec le temps, je pense que là, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où il y a plus trop de problèmes. Il y a des problèmes quand, je peux être un peu sur la corde de temps en temps que quand j'ai un peu trop fêté, tu vois. Quand je me suis un peu trop régalé. Que les cigares de Cuba et les Mustangs. Les cigares de Cuba, l'essence, les vacances surtout. Je pars beaucoup en vacances. Ok. Je pars beaucoup en vacances. J'ai l'impression que tu vadrouilles pas mal, que ce soit en vacances ou pour le taf. Ouais, alors pour le taf, je pars beaucoup et... après là, on va rentrer dans des trucs un peu plus perso, tu vois, mais je suis issu d'une famille monoparentale. Ma mère, elle était femme de ménage dans une cité, 5 enfants. Je suis jamais parti en vacances avec mes parents, avec ma mère. Mon père, je le connais pas. Je suis jamais parti en vacances avec ma mère. C'est arrivé une fois et c'est Bétaraba à l'époque qui nous avait payé 5 jours au ski, tu vois. Donc aujourd'hui, tous les hivers, je loue des maisons, j'invite ma famille, soit je paye avec mon frère, soit je prends moi-même et qui veut venir vient et tu vois, on essaie de se réunir et de faire des trucs qu'on n'a pas pu faire avant. Bien sûr. Vu qu'aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise, tu vois. Je suis pas un grand économiste, je suis pas un investisseur, je suis un kiffeur de la vie. Ok. Tu vois, j'ai pas envie d'acheter des maisons, de les louer à des gens qui n'ont pas assez d'argent pour eux-mêmes pouvoir faire des crédits. Je suis pas du tout là-dedans. Oui, bien sûr. Je suis pas du tout là-dedans. Venez, on fête, on s'amuse. Ma mère, elle est contente. C'est tout ce qui me régale. C'est le principal. Ouais, c'est le principal. Et donc ça fait combien de temps que tu vis de la photo après la sortie du livre. Ok. Depuis la sortie du livre... T'as arrêté de faire des petits tafs Ouais, non, j'avais arrêté avant, mais c'était compliqué. J'avais arrêté avant, mais c'était compliqué. Soit je vivais sur des économies, soit sur d'autres choses. Mais ouais, depuis la sortie du livre, j'ai plus besoin de reprendre un taf et plutôt crever que retourner dans un entrepôt. Ouais, j'imagine. Sauf si je le loue pour faire un shooting. Dans ce cas-là, on y retournera volontiers, tu vois. C'est ça. Et du coup, ce que je voulais te demander, donc, c'est à partir de la sortie de ce livre, donc, t'as commencé à t'installer, on va dire, on te voit de plus en plus. T'as fait beaucoup de covers. Récemment, par exemple, celle de Norsace, Propaganda, que je trouve incroyable. Moi aussi, je la trouve incroyable. Elle est vraiment très belle. Il y a un truc genre anarchique, t'as envie de rejoindre le truc. C'est la propagande. C'est très stylé. Et du coup, t'as créé ta boîte de prod aussi, 29 Prod, c'est ça? Exactement. Ok. Et est-ce que justement, tu l'as créé quand? Je voulais te demander. Et à quel point c'était important aussi pour toi d'avoir ta propre structure? Et pour un photographe qui nous regarderait, est-ce que tu conseillerais de se structurer très vite ou je voulais en savoir un peu plus là-dessus? Alors, on est filmé, donc non. En vrai, moi je dirais aux gens, dire, commencez à vous structurer à partir du moment où vous commencez déjà à prendre un peu de pognon. Ok. Parce que c'est la France, il y a des charges qui sont énormes, il y a des frais qui sont énormes. C'est pas parce que tu fais 3 shootings à l'année que tu peux commencer à créer des statuts et des choses, parce qu'au final tu vas le payer plus cher. Tu peux avoir des aides pour payer un peu moins de charges, etc. Mais que dans les débuts de ta société. Donc si ta société elle ramène pas de frais et que tu as ces aides-là, bah tu vas les perdre au final, puisque c'est sur une certaine période. Tu vois, si par exemple tu prends, on va rentrer dans des trucs techniques, mais si tu prends l'ACRE, c'est sur 1 an après la deuxième. Moi je crois que maintenant c'est que sur 1 an, mais en gros si à ce moment-là tu gagnes pas de revenus, bah ça te sert à rien. Donc fais du black au début, essaye de charger un peu, et puis le jour où tu vois que tu ne peux plus le faire parce que tu commences à être trop professionnel et qu'il y a des structures qui te demandent des vraies factures, etc. Là montre quelque chose, mais avant ça sert foutrement à rien. Ok. Toi, du coup, elle existe depuis quand là? Moi, avant, j'étais auteur-photographe et là, on a monté la structure début d'année. Là, ça fait 1 an. Du coup, t'es pas tout seul dessus? Ma femme. Ok. C'est elle-même. Ok.
La structure, c'est elle. C'est pas moi. C'est super, ça reste en famille en plus. Je pense Exactement. la confiance règne. Il n'y a, Exactement, pas c'est de, important. y a pas de galère d'argent, tout ça. Jamais, normalement, pas de problème là-dessus. Super. Et aussi, ce dont je voulais parler, c'est de ton style, parce que du coup, il y a un style aussi David de la Place, on peut le dire, je pense, dans tes photos. Il y a un côté, enfin, je pense que tu le décriras beaucoup mieux que moi, mais il y a un côté assez brut que j'aime bien, qui est, enfin, ça apparaît pas dans toutes les photos, mais il y a quand même un style prédominant. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que t'aimes bien foutre le feu à des trucs. ça revient C'est ce que je dans- te disais tout à l'heure, dans c'est mon beaucoup petit de côté côté 2005, ça. c'est le non, côté émeutier de Vigneux, c'est ça? exactement. Non, mais après, c'est pas forcément Vigneux ou quoi, mais l'Essonne, c'est un grand département d'émeutiers. Ok. C'est un truc de con, mais je pense que c'est le département d'Île-de-France qui a commencé à se structurer vraiment en dernier. Ok. C'est des fouteurs de merde nés. Mhm. Et bon, bah, tranquille, hein, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Mais je pense que dans mon style, j'essaie déjà qu'il soit réel. Mhm. C'est-à-dire que je fais pas de Photoshop. Ok. Tous mes décors sont créés. Quand il y a du feu, c'est du vrai feu. Tu fais jamais très peu de post-prod du coup entre guillemets Alors, je fais de la post-prod, mais c'est plus de l'édit sur la colorimétrie, Ok. les choses comme ça. Pas et- d'effets spéciaux quoi. Pas d'effets spéciaux ou très très peu. Mhm. Ça va être vraiment des détails. J'ai changé la forme d'une fenêtre sur le projet de Cynic. Sur un prochain projet qui sort, on a découpé un truc pour donner une espèce de forme de cœur dans une cabine téléphonique. Mais c'est vraiment des choses c'est des détails. Mhm. C'est vraiment des détails. Je veux toujours pouvoir sortir. En fait, pour moi, ce qui est super important quand je sors une photo, c'est de pouvoir sortir, tu vois, ce petit off de 12 secondes qui est sur le côté de la photo et où tu te rends compte que ça a vraiment été fait, quoi. Mhm. On a fait un shooting avec Espion au Tarteret où on fout le feu à un bâtiment. Ok. Fada, Moi c'est les celles que j'ai trouvé très cool. Bah il y avait Fada. Voilà, Fada, je l'ai brûlé lui-même, Ok. vraiment. Et c'est vraiment fait. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Enfin, c'est des effets Ok. spéciaux, mais c'est pas Photoshop, Et quoi. même la cover de Bâtiment 7 là. Ouais. Et la Avec- cover de Bat 7 avec le 7 qui Ouais. brûle, ouais, Ça exactement. c'est vrai aussi du coup. Ouais, bien sûr, Ok. c'est vrai. Je te sors les vidéos. Donc, vous avez Le vu, 7, je l'ai c'est construit quoi moi-même. Il est fait en quoi? Il est fait en bois, Ok. parce que je suis un très bon menuisier aussi. Ah ouais, mais tu fais tes décors toi-même aussi. Ouais, je fais mes décors Ça c'est moi-même. ouf. Je fais mes décors moi-même. En C'est fait, c'est du fait maison quoi. ouais, je pense que j'ai été. Alors déjà, je suis très bien tout seul. J'adore être. Tu vois, je suis dans mon monde un peu. Je suis Ok. très rarement avec plein de gens, dans des grosses fêtes ou des Mhm. trucs. Je suis chez moi, Ok. je descends dans mon parking, ma petite bouteille de rhum, ma visseuse, mon bois, et on construit des trucs, tu vois. Et je construis tout. Le décor de Jazzy Baz, c'est moi qui l'ai fait. Ok. Le décor de Cynic, on a créé tout un appartement dans lequel il pleut, c'est moi qui le créé. Le 7, c'est moi qui le créé. J'avais fait un 9-3 à l'époque avec Mac Taylor qu'on avait mis en feu aussi, c'est moi qui le créé. Ah ouais. C'est du bois, une visseuse et allons-y. Ok, donc t'es photographe, mais t'es aussi créateur de décors, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Ben, en fait, j'aime contrôler mon produit de A à Z. Mhm. Et en fait, ça se ressent directement quand j'ai tout géré. Mhm. Normalement, ça se ressent. Parce que- C'est les projets que tu préfères, toi. Ouais, bah oui, clairement. Clairement, c'est. Après, il faut que ce soit des projets où il y a un peu de budget quand même. Oui, parce bah que oui. ça peut vite coûter cher. On se rend pas compte. Parce mais que c'est. Qu'est-ce qui te coûte le plus cher? C'est finalement le nombre d'heures que tu passes à faire les structures ou pas forcément, parce que des fois, je fais des créations de déco. Je facture même pas ma journée de création de déco. Ah ouais? Ouais, je suis dans mon parking en bas de chez moi. Ok. J'ai mes voitures, elles sont posées sur le côté. De l'autre Mhm. côté, je suis en train de faire de la visseuse. Et ça me régale, tu vois. Je prépare mon truc pour que le jour J, ce soit bien. Mhm. Donc j'ai forcément on va dire un budget un peu supplémentaire parce que j'ai créé tout ça. Mais c'est pas un budget qui est à l'échelle de ce que ça aurait coûté si t'avais appelé un chef déco. Non, ce qui coûte le plus cher, c'est la matière première. Ouais. Les matières premières, les gens se rendent pas compte, mais sur le set de Batset, je sais plus on est à combien, mais tout le bois, l'assemblage, Mhm. laisse tomber, c'est monstrueux ce que ça peut coûter. Ouais. Enfin, monstrueux, c'est pas non plus incroyable, mais tu Mhm. peux en avoir vite pour des 700-800 balles juste pour du bois, quoi. Wow. Ouais. Donc ouais, ça. Ça Ok. reste un budget sur une cover, quoi. Et toi, du coup, ce processus de création aussi des décors, c'est un truc que tu kiffes faire aussi? Ouais. Plus Ouais. le temps passe et plus j'adore. Parce que plus le temps passe et plus je deviens bon là-dedans. Ouais. Et je pense Est-ce que c'est pour ça le délire barbe et tout en mode viking? tu non, coupes ça, ton la bois barbe, j'étais dedans. La barbe, j'étais dedans depuis que je suis petit. Ok. La barbe, j'étais dedans. En Elle mode est de plus bûcheron. en plus grande, tu me diras, cependant. Ouais. Et les cheveux, je les ai laissés pousser quand j'avais la flemme d'aller au coiffeur et pas Ok. le temps. Donc, j'avais Non, un mais bonnet je 24, rigole,
Mais ouais, ce Non, que je veux dire, c'est est-ce que du coup maintenant c'est presque devenu ta partie préférée de ton métier? Pas, ouais, Qu'est-ce qui ça te en fait le fait plus partie. kiffer en fait dans le processus En fait, ça en créatif fait de la partie. photo? Créer un truc de A à Z. Ouais, ça en fait c'est partie. Et voir le résultat à la fin. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé sur des clips. Mhm. J'ai beaucoup travaillé sur des tournages pour des médias ou pour des artistes en direct, pour faire des covers de singles, etc. Et en fait, t'as beau faire tout ce que tu veux, c'est pas ton travail. Ouais. On peut dire tout ce qu'on veut. Je suis désolé, je vais vexer plein de photographes qui font de la photo de clip et parfois qui se pensent bons parce que ils ont fait de belles images. Mais t'as pas fait la direction artistique, t'as pas fait la déco, t'as pas fait la lumière. C'est pas toi qui as placé le cadre. C'est facile. T'as réglé un appareil et t'as shooté, c'est facile. Alors, oui, tu peux faire de très belles photos, tu peux ramener ton style, tu peux ramener plein de choses, mais quoi qu'il arrive, c'est pas toi qui as tout créé. Et donc, ton image, même juridiquement, elle t'appartient pas. D'accord. Elle t'appartient pas, parce que c'est pas ta DA. Et la DA, elle appartient au directeur artistique, tu vois. Et donc, avec le temps, j'ai essayé de développer de plus en plus ce truc-là où je gère tout de A à Z. Des fois, il y a des imprévus, on peut pas tout gérer, etc. Mais j'essaie de tout gérer de A à Z. Et après, on voit. Et quand je gère tout de A à Z, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Ok. Et les artistes sont en général d'accord avec ça? Bah plutôt ouais, parce que ça revient presque moins cher que d'appeler une grosse équipe. Tu sais, si demain tu veux appeler un chef déco, un éclairagiste, et tu veux appeler toute facture, elle va s'alourdir. Okay. Donc c'est plutôt avantageux. Et aussi, tu sais que tu contrôles le produit de A à Z. Je pense que la clientèle que j'ai, les artistes avec qui je travaille, il y en a, je suis pas au premier projet, tu vois. Il y a des gens, je suis au 3e, 4e. Donc, au bout d'un moment, les mecs, ils se rendent compte quand même que, et souvent, c'est les mêmes maisons de disques, tu vois. Okay. Sony, je travaille énormément avec eux. Un gros SO à Sony. Et du coup, au bout d'un moment, les mecs, ils se rendent compte, attends, des fois, on l'appelle à la dernière minute et en une semaine, il arrive à, ok, c'est cool. Que tu sais, demain tu veux bosser déjà avec plus tu rajoutes de monde, plus tu rajoutes d'imprévus et plus tu rajoutes des questions de disponibilité. Ah, s'il y a que moi, je sais si je peux le faire. Je peux te dire oui ou non. Mais si je te dis oui et que je dois appeler un chef déco, j'en trouve pas, ok, j'en trouve un autre, mais il est plus cher, du coup qu'on sort du budget, machin, on rentre dans des calculs qui deviennent pour moi exécrables, insupportables. Et donc du coup, je fais moi-même. Tant que j'ai le temps de le faire, je fais moi-même. J'aimerais bien un jour arriver à trouver des méthodes pour être plus rapide. Ce qu'il me faut, c'est un entrepôt, comme ça je commence à tout stocker, j'ai plus besoin de reconstruire des feuilles de décor à chaque fois. Ça serait pas mal. Et le faire, moi je pense direct à l'imprimante 3D aussi, tu vois. Ça doit être long de créer des trucs en imprimante 3D. Je sais pas. Pour des petites pièces, pour des petits décors, mais si demain je dois te créer un plateau comme on a là, en imprimante 3D. Oui. Complexe un peu. Oui, c'est sûr. Mais non, j'essaie de tout gérer. Après, je fais appel de temps en temps à des gens pour venir m'aider à monter les décors. Je fais beaucoup appel au réseau. J'ai une communauté de photographes excellente qui me suit, qui ont la dalle, qui sont déter aussi, et qui ont envie d'apprendre et enfin voilà, de découvrir une part du métier qu'ils connaissent pas forcément, parce que tout le monde fait pas de création de décor, et donc du coup j'ai la chance de pouvoir les faire intervenir assez fréquemment sur des shoots, et du coup voilà, c'est les seules parts de personnes étrangères et un assistant Auxence. Et il va être content, il va voir ça, il va dire ah putain l'enfoiré, le plus mauvais assistant de France. Super. Grand respect à lui. Sympa pour lui. Non, des fois je l'appelle, il a rien à faire. Okay. Juste il vient, il m'aide, il porte et il est content, c'est tout. Enfoiré. Et des fois c'est même moi qui porte, mais gros SO Auxence. Et non, du coup j'essaie de rester en équipe assez réduite, avec des gens que je connais, comme ça j'ai pas trop de surprises. Ça, des gens des fois ils sont un peu spéciaux. Ouais, bien sûr. Et du coup ce que je voulais te demander, c'est que donc toi toute ta carrière est surtout concentrée sur le rap. Est-ce que t'en retires quoi aussi de cette carrière? Donc là, ça fait 12 ans, c'est ça? Ouais. 12 ans, bientôt. Ça ne rajeunit pas. Qu'est-ce que t'en retires de cette carrière sur le rap? Et est-ce que tu comptes rester peut-être dans ce milieu-là jusqu'à la fin de ta carrière, ou alors, est-ce que ça te satisfait, quoi? Déjà, moi, ça fait 12 ans que j'ai acheté un premier appareil photo, mais ça fait pas 12 ans que je suis photographe. Je pense que j'ai commencé réellement à être photographe après la sortie de mon bouquin, tu vois. Donc, on va dire 2017, 2018. C'est à partir de ce moment-là. Ça veut dire quoi être photographe?
C'est pas juste avoir un appareil photo et faire des photos? Non, dégager des revenus pleins et pouvoir en vivre. Ok. Parce que dans ce cas-là, Avec ma du coup, mère, elle être a un photographe, c'est téléphone. le métier de photographe. Voilà, on parle du métier de photographe. Dans ce cas-là, ma Bien mère, sûr. sur son téléphone, elle a un appareil, elle est photographe aussi. Il y a une différence entre prendre une photo et vivre de la photo. Bien sûr. Donc, je suis photographe réellement depuis 2017-2018. Ok. C'est pour ça que je te dis, je suis un rookie, mais tu vois ce que je veux dire? Je suis un rookie, mais qui a une dégaine d'ancien parce que j'ai fait des trucs avec des mecs qui sont un peu vieux, etc. Ouais, bien Alors, sûr. rookie, c'est pas exactement le terme, mais voilà, tu vois, je pense qu'on se comprend là-dessus. Mais je pense que c'est que le début de quelque chose qui peut être très grand. J'essaye chaque année de développer de plus en plus de choses, d'aller de plus en plus loin. On me propose de plus en plus de projets. Ok. C'est si je te donne à peu près une idée, je crois que alors attends, parce que je vais dire l'année dernière, mais je voulais parler de 2021. 2021, je fais une dizaine de covers. 2020, j'en fais peut-être 8. Ok. 2019, j'en fais 4 ou 5. Ok, ouais, c'est progressif, quoi. 2022, j'en fais 60. Ah oui, d'accord. Ça a vraiment pété l'année Tu vois. dernière, quoi. Ouais, l'année dernière, c'était effroyable. Mais après, il y a aussi Peut-être pas 60, mais je crois, je suis à 48, un truc comme Il y ça. a aussi peut-être le fait qu'on sortait du Covid qui a joué, non? Non, parce Non, que pas pendant le forcément. Covid, j'en ai pris aussi. C'est Ok. pas forcément ça, c'est juste qu'on m'appelle de plus Ok. en plus, tu vois. Aujourd'hui, on m'a appelé pour 3 covers. Oh, 3 covers en une journée? Ouais, Ok, oui, ça va vite. tu vois, donc. Putain. Mais c'est parce que aussi, j'arrive à prouver aux gens que je suis capable de le faire, que je le fais bien. T'es obligé d'en refuser parfois ou Ouais, mais pas tant pour des questions de disponibilité pour des questions de. artistique. Ok. Aujourd'hui, mais même avec des clients avec qui je bosse, Mhm. ils m'appellent des fois pour d'autres artistes et si ça me plaît pas, je leur dis je suis désolé, mais moi je vois pas comment je peux faire un truc. Mhm. Il y a des gens qui arrivent avec des idées. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, une équipe qui est arrivée avec une idée, l'idée me plaisait pas trop, et donc simplement je leur dis je suis désolé les gars, mais moi je vois pas comme ça comment je peux faire quelque chose qui soit à l'image de ce que j'essaye de produire, parce que là je suis vraiment en train de me casser la tête sur ce que je sors, tu vois. Et donc je leur dis je suis désolé mais non. Et ça n'a pas empêché que 2 semaines après, pour un autre artiste, on soit en train de faire une cover qui va être l'une des plus exceptionnelles de ce que j'ai sorti en ce début d'année là. Ça va être incroyable quand ça va sortir. Ok. Ça me régale. Mais Tu l'as déjà terminé là? Ouais, c'est C'est déjà bouclé. terminé. Je te montrerai après en off. je parlera de tout ça. Mais voilà, après, je pense que les gens le comprennent. Après, juste cette interview, elle va sortir genre avril-mai, donc peut-être que. La cover de Saf, elle sera sortie déjà, ouais. Ok. Elle est incroyable. Ok. Oh bordel. On s'est fait chier. Construction de décor. Ouais. J'ai construit une cabine téléphonique, on l'a montée en haut d'une montagne par un sentier de randonnée raquette, Ok. sans raquette, en quasiment tombée de la nuit. Donc, ouais, oublie, c'était bien drôle. Ah ouais. Et le rendu est exceptionnel. J'adore cette cover. Enfin, en même temps, je viens de la faire, mais vraiment, j'adore cette cover. Et donc, tu vois, quelques temps avant, ils m'avaient appelé pour un autre artiste et ça me plaisait pas et je leur ai dit clairement, tu vois. Là, tout à l'heure, j'étais en rendez-vous chez Sony. Ils m'ont proposé un projet. Le premier truc que je leur ai dit, c'est si je vois qu'on peut dégager quelque chose d'artistiquement qui me convient, qui va avec mon image, allons-y. Mais si l'idée me correspond pas, je vous dirai non tout de suite. Parce que voilà, il y a des gens qui ont leurs idées, qui veulent réaliser leurs idées. Donc dans ce cas-là, je suis plus directeur artistique, je crée leur idée, je ramène ma patte, évidemment, on développe ensemble, j'essaie d'améliorer le truc et tout. Mais si l'idée de base elle me plaît pas du tout, je préfère dire non. Ok. Au final, c'est mon travail, tu vois. C'est ça. Si je suis en strike période, un peu comme je suis en ce moment, j'arrive à sortir des covers qui sont de mieux en mieux et qu'il y en a une que je sors parce que je maîtrisais pas le projet, c'était pas moi à la prod et que au final il y a pas ce qu'il me faut le jour J, c'est sur qui que ça retombe. Tu vois. C'est sûr. Et une mauvaise cover, ça peut faire oublier sans. Ah bah oui. C'est vrai? Ouais. Tu penses que c'est aussi dur que ça? Tu verras qu'en général, les plus moches covers d'albums sont jamais signés. Par le photographe, tu veux dire? Eh oui, tu te poseras la question pourquoi. Il y en a, on a reconnu votre style. Il y en a, on sait que c'est vous. On ne le dira pas. Mais voilà. Tu peux pas. Est-ce que toi, t'as déjà fait une cover que tu trouves aujourd'hui très moche? Ouais, oui. Ok. Oui, totalement. Alors attends. Non, peut-être qu'on va pas dire les noms, parce que... Vas-y, ça c'est... Le regard.
Non, on va pas dire les noms, on va pas se causer de... Mais non, il y a... Alors, c'était surtout dans le passé, les premières covers que j'ai faites, et il y a des trucs, des fois, où t'arrives et... Ouais, c'est exceptionnel, hein. Il y a des fois, j'ai demandé des prods à des... En fait, c'est soit il y a... Enfin, aujourd'hui, j'essaie de gérer, soit il y a une avance et comme ça, je peux faire la production, soit faites la production où on essaie de se mettre d'accord sur ce qu'il faut, quoi. En général, quand il faut se mettre d'accord sur ce qu'il faut, il y a rien. T'arrives et putain, il nous fallait ça, ok, il y a rien. Je me suis déjà retrouvé pour une pochette d'album dans la cave de l'artiste, en train de fouiller les poubelles pour essayer de trouver des éléments de déco qu'on peut utiliser parce qu'il nous manquait une table, donc on fouille partout, on essaie de trouver une table, quoi. C'est incroyable. À ce niveau de tu vois. Après, ça régale, hein, tu vois. On a réussi à faire un truc qui est cool. Et puis parfois c'est tout aussi drôle. Ouais, non, mais alors l'expérience, elle est marrante, hein, tu vois, c'est cool. Mais à un moment, tu te dis quand même, on est des artistes qui sont signés en maison de disque, il y a quand même un minimum de budget et on n'arrive pas à gérer une table. Ouais. Donc il vaut mieux faire les choses soi-même. Donc il vaut mieux, tu vois, on en revient à ce que je te disais depuis le début, où quand je le fais, si t'as besoin d'une table, je ramène une table. Ouais, bien sûr. C'est non, mais c'est sûr que je pense qu'un bon conseil, c'est de toujours checker 2 fois quand c'est pas toi qui fais les trucs, quoi. Exactement. Moi, je l'ai appris très très bien avec la dernière soirée qu'on a fait. Donc je peux vous valider ce conseil aussi, parce que... Et c'est pour ça, et les gens ont l'impression que le rap, c'est hyper organisé, mais c'est un bordel pas possible. Les gens se rendent pas compte. Et toi, ça te fait kiffer ce côté bordélique ? Ouais, bah parce que je suis bordélique moi aussi, donc c'est pas. Je suis organisé dans mon bordel, moi. Donc ça me dérange pas, et je pense qu'aujourd'hui j'ai réussi à développer un réseau et des capacités qui font que même si c'est le bordel, on arrivera toujours à trouver un truc. Tu vois, on arrivera toujours à trouver l'élément de déco qu'il nous faut, parce que je connais des loueurs de matos ou des machins, des trucs. Donc même à la dernière minute, on peut toujours s'en sortir. Mais pour te dire, on est lundi aujourd'hui et j'ai eu un rendez-vous en maison de 10 là pour un truc qu'on fait jeudi, quoi. Ok, ah oui, d'accord, c'est vraiment du dernière minute. Donc ouais, tu vois, ça te laisse pas trop le temps de réfléchir, quoi. Sachant que j'ai d'autres trucs dans la semaine, donc après, il faut arriver à tous les caler. Il y a 2 trucs dans le rap, c'est l'organisation qui est très complexe et la facilité de penser que un artiste m'appelle et du coup je travaille que pour lui, tu vois. J'oublie que il y a d'autres projets avec des fois j'ai 10 covers en même temps sur le tableau. Tu sais, j'ai un tableau chez moi où je note tout et des fois j'en ai 10, 12. Il faut faire des artworks et des trucs, et donc forcément il faut organiser ça, et les délais du coup sont des fois un peu mal gérés. C'est pour quand le plus vite possible. Le plus vite possible, c'est pas forcément une date, donc faut s'organiser. Après, c'est tout un bordel qui est cool, hein, tu vois. Je crache pas dessus, hein, moi j'adore ça. Mais du coup, ça, des fois, ça peut en pâtir sur la qualité du taf. Qu'est-ce que t'adores là-dedans ? C'est le côté, genre, du coup, t'es tout le temps sous tension ou Ouais, c'est ça. T'es obligé de te sortir les doigts du cul, quoi. Si je peux m'exprimer ainsi. Tu peux. Ne mettez pas de bip. Non, mais t'es obligé. Bip. Non, me sortir les doigts. Bip. Bip, bip. Non, mais c'est comment je peux dire ? Tu sais, c'est fascinant, en fait. Tu vois, t'es obligé d'être dans l'action. Et je trouve, en fait, pour moi, je trouve ça plus intéressant des fois de me dire, ok, on m'appelle lundi, c'est pour jeudi. Le truc, je vais le torcher. Tu vois, je vais coucher mon idée, on va le faire, je vais rendre les rendus vite, et c'est bon, je passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Plutôt que des fois, je fais des projets, ça m'est arrivé plein de fois, on shoot en avril, et puis on revient au mois de décembre, bah bon, en fait, faut sortir le... Mais les gars, on avait 8 mois, depuis 8 mois, il s'est rien passé, les fichiers, tu sais, au bout de 8 mois, t'en as marre, ça t'a gonflé, tu vois. Je connais aucun artiste qui regarde des photos pendant 1000 ans et au bout de 1000 ans, il la trouve toujours jolie, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu commences à voir des défauts que t'avais pas vu avant, etc., etc. Et donc, moi, j'aime bien les trucs efficaces, simples, bim, bim. Et j'aime bien ce truc-là. Le côté un peu instantané. Ouais, instantané, spontané, rapide. Spontané. Efficacité, on y va, on envoie. Et donc c'est ça qui te fait kiffer. Bah, ça me fait kiffer, et en plus, j'ai réussi à m'adapter à ce phénomène-là. Et j'ai, tu vois, par exemple, tu sais comment ça se passe. On parlait de Norsace, elle s'est un peu fait comme ça, la cover. Elle s'est fait en très 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 rapide. Et je sais que les gens de son label, c'est ce qu'ils ont apprécié aussi, tu vois. Que je puisse être aussi réactif dans le moment. Ok, vas-y, bam, bam, bam. On envoie. Donc, s'il y a un conseil pour les photographes, travailler la réactivité. C'est le plus important. La souplesse et la réactivité. Et du coup, tu comptes rester dans le milieu de rap ou t'es ouvert aussi ? Parce que j'ai fait un milliard d'autres trucs. Hein. Ah, ok. J'ai fait un milliard d'autres trucs. Oui, il y a les voitures aussi. Ouais, non, mais alors les voitures, c'est autre chose. J'ai monté un garage, ça, c'est autre chose. Ok.
parce que j'adore les voitures de collection. J'en ai acheté une et on a commencé à me la demander sur des clips. Ok. Je me suis dit, tiens, peut-être un petit truc. Donc tu lis les deux aussi au passage, quoi. Voilà, donc on s'est dit, bon. Et donc j'ai monté un garage où j'ai quelques voitures, mais ça c'est totalement autre chose dans l'image. Mais non, même dans l'image, hein, j'ai travaillé avec beaucoup de marques. Ok. Tu vois, que ce soit pour des campagnes Adidas, Hippone, qui est du lubrifiant pour moto. J'ai eu peur. Ouais, bon, on peut essayer, hein, mais je suis pas sûr. J'ai travaillé avec si vous regardez cette vidéo. J'ai travaillé avec le musée Grévin pendant 2 ans, 3 ans, un truc comme ça. Tu leur faisais quoi? Les photos des statues et les photos des personnalités pour créer les statues. Très stylé. C'était assez drôle, très cool. Du coup, j'ai rencontré des gens incroyables, les Thomas modélistes Pesquet, tu vois. J'ai rencontré des gens de fous, Jean-Paul Gaultier. Des trucs incroyables où en fait tu fais des photos d'eux, c'est marrant, c'est cool. Mbappé, enfin beaucoup de gens, c'était plutôt cool. Via une agence avec qui je taffais à l'époque. Et donc du coup, non, j'ai fait plein de trucs. Après, on est en France et c'est beaucoup plus facile de se mettre dans un créneau, dans une niche, de communiquer sur cette niche. C'est beaucoup plus facile pour se développer. Et le rap a cette particularité de côtoyer tout le monde. Strictement tous les autres milieux. Le rap est partout. Et donc, du coup, c'est très facile d'arriver à travailler pour d'autres choses. Ok, c'est pas cloisonné, quoi. Non, pas du tout. Moi, je travaille avec des artistes. Un jour, on m'appelle pour Adidas. Et on va travailler avec un tel. Et puis, tu te retrouves à faire des campagnes, même pour Reebok, Adidas, et des trucs qui ont à la base rien à voir. Parce que c'est pas du tout. C'était pas mon truc de faire des shoots de marque. Mais je me suis retrouvé dans des stades à shooter des joueurs de foot pour les nouveaux maillots de campagne Adidas, des choses comme ça, tu vois. Qui n'ont strictement rien à voir, mais qui étaient tout aussi cool. Après, j'ai une affection particulière, pour le rap, parce que je suis auditeur avant tout, et 2, parce qu'il y a une place à la création qui est plus grande. Quand je fais une campagne de pub, c'est plus dirigé. Ouais, c'est plus dirigé. Souvent, j'ai fait des campagnes, c'est des campagnes... alors, c'est pas international, mais c'est ce qu'on appelle des campagnes internationales, c'est-à-dire qu'en fait, tous les pays du monde réalisent la même campagne. Donc ils ont des guidelines qui viennent de la maison mère et qui disent faut faire ça. Donc t'as pas une marge de manœuvre qui est exceptionnelle. Quand je suis avec un artiste, frérot, je vais te brûler la tête. Ouais, super. Comment t'as fait d'ailleurs ça? Du coup, c'est l'album de Faya? Fada, pardon. Fada, pas Faya. Chaudard. C'était obligé. Ouais. Je rentre pas trop dans les détails de comment on a fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent et je veux pas que des jeunes se mettent à le faire pour pas qu'il y ait de blessés. Juridiquement, ça pourrait être compliqué, mais je me suis fait conseiller par des pyrotechniciens professionnels, on a mis les choses en place, c'était plutôt sécurisé, ça va, il en est pas mort, mais voilà, j'utilise beaucoup la pyrotechnie, j'ai commencé il y a quelques temps, j'adore ça, plus le temps passe, plus je me professionnalise là-dedans, mais c'est un truc, alors c'est pas que je veux pas, très loin de là, mais j'essaie de donner le moins de détails possible, parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder, il y a beaucoup de photographes qui m'envoient des messages. Ah, comment t'as fait ça? Si je lui dis, il va essayer de le reproduire, s'il blesse quelqu'un, je me sentirai responsable. Ouais, toi, t'as un côté. T'es installé depuis longtemps, du coup, tu sais très bien comment faire et t'as les bonnes personnes. C'est ça, j'ai les bonnes personnes et surtout, j'essaie d'être un peu conscient quand je fais des choses. Même si ça paraît inconscient parfois, j'essaie de faire des trucs qui restent assez conscients. Et voilà, dirigez-vous vers des pyrotechniciens professionnels, allez à Pyrofolie, c'est une boutique dans Paris qui vend des artifices de cinéma, demandez-leur à eux. Et eux, ils vous expliqueront s'il y a un problème, au moins c'est eux, c'est pas moi. Et justement, en parlant de cinéma, moi quand tu me parles de pyrotechnie, des effets spéciaux que tu fais toi-même, etc., de tes photos, tout ça, moi je pense direct au cinéma. Est-ce que t'as déjà pensé à bosser justement dans ce milieu-là, qui est du coup très différent du rap pour le coup, même s'il y a des films qui peuvent être liés et tout? Je sais pas si ça m'intéresserait. Non? Ouais, je sais pas. Parce que c'est vrai que moi, quand je t'imagine, bon déjà, je trouve que c'est une image super cinématographique de t'imaginer avec ta scie en train de faire ton truc avec les bagnoles à côté dans ton garage. Non, mais je pense qu'il y a des trucs à faire, bon, vis-à-vis de l'image, etc. Mais moi, faire du cinéma ou travailler sur des films et tout. Non, ça te ferait pas kiffer. Ça pourrait me faire kiffer, mais ça dépend quoi, ça dépend du scénario. Bon, après, je vais pas critiquer, mais cinéma français, c'est un peu relou, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais du coup, tu pourrais rapporter un truc pyrotechnique avec des explosions. Ouais, mais il y a des gens qui le font, c'est pas mon métier de base, tu vois, c'est pas mon métier de base. Après, il y a des films sur lesquels ça aurait été intéressant de travailler parce qu'ils ont des choses qui sont super intéressantes, des explosions. J'ai jamais travaillé avec les explosions, ça, j'adorerais faire ça. Tu vois, un mec qui sort d'un bâtiment, il avance et le bâtiment il explose.
Oh là là, Genre ça ferait une le cover. Batman, là. Ouais, tu vois, ça ferait une cover incroyable. Ouais. Mais bon, les budgets, hein, Ouais. là, je pense qu'on envoie un budget qui est un peu trop élevé. Ah ouais? Ouais, bah oui. Il y a aucune maison de disques qui signe un budget comme ça? Pour faire une explosion d'un bâtiment et d'un truc. Ouais. On parle en centaines de milliers d'euros, je pense. Ouais, donc, mais tu fais péter un vieux truc. tu fais péter un petit bâtiment, du maisonnette. Ouais, un petit arc de triomphe. Ouais, voilà, un truc pas connu, la Tour Eiffel. Non, je pense qu'il y a toujours moyen de réaliser des choses. Après, c'est peut-être des choses que j'essaierai de mettre en place un jour. Il faudrait que je me renseigne sur plein de trucs. Mais alors déjà, il va y avoir beaucoup de technicités qui sont plus compliquées en photo qu'en vidéo. C'est-à-dire qu'il faut un appareil qui rafale sa race et qui arrive à avoir l'image assez nette. Parce qu'en vidéo, tu filmes. Bien sûr. T'auras pas de problème de, tu vois, tu fais ton point et t'auras pas de problème pour, t'es pas en train de figer une seule image. Moi, tu fais l'explosion, je prends la photo et bah non, en fait, c'est mort, tu vois. Ouais, il faut un... Donc, je pense qu'au niveau de la technicité, ça peut être super complexe. Et je te dis, au niveau du budget, à mon avis, ça chiffre. Ok. Mais bon, s'il y a une maison de disques qui a le budget, allons-y, on va faire péter des trucs. Ouais, si un jour ça se fait, je suis chaud d'être sur le Et tournage. bah voilà, on a même un média qui nous suit pour faire un making-of. Ah, exactement. Allons-y, qu'est-ce que vous attendez? Une petite explosion bien d'éther. Ça serait cool, ça. Ce serait très sympa. Pour ton générique. Et On bah fait ouais. un gros logo d'éther, il se barre, fait exploser comme ça, et toi t'avances comme ça en plein milieu. On va faire péter la MIE. Exactement, allons-y. C'est un Soyons fous. big up à la MIE qui nous prête ses locaux. MIE qui veut dire? Maison des initiatives étudiantes. Et ben voilà, voilà. merci. Je voulais le piéger, j'ai pas réussi. Ah non, bah quand même, ça fait depuis 1 an qu'on est là. Je commence à connaître. mais ok, donc pas de cinéma pour l'instant, mais tu restes pas fermé à cette idée-là. Non, quoi. moi je suis un... Comment je peux me définir? Je suis un kiffeur de la vie, tu vois. Et je me laisse... T'as vu, je suis une plume dans le vent. Je me laisse aller où c'est intéressant. Une où plume c'est dans cool. le vent. Ouais, une grosse plume. Tu vois, un morceau de plume, hein, le bordel. Mais tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de... Je sais pas ce que je ferai l'année prochaine. J'ai tendance à dire, aujourd'hui je suis photographe, demain je suis grutier, je suis content. T'es quoi? Grutier. C'est quoi? Les conducteurs de grue. Ah. J'aimerais bien faire ça. C'est stylé. Ça a l'air incroyable de On va conduire mettre des une grues. grue sur un clip aussi, enfin sur une non, photo. mais j'aimerais bien faire ce truc, ça doit être marrant et tout. J'aime bien les chariots, j'ai conduit des PL et tout, j'aimerais bien conduire une grue. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais là où ça m'intéresse d'être. Aujourd'hui, je fais des covers, c'est très bien. Demain, ça se trouve, je fais des films. Demain, j'ai fait quelques clips, c'était intéressant. Ça se trouve, j'en ferai, ça se trouve, j'en ferai pas. Aujourd'hui, je sais pas. Je suis là où je suis, je me sens très bien. Le jour où je me sentirai plus bien, ou un autre univers m'intéressera, bah, peut-être j'irai plus là-bas. Et ça peut être faire un potager au Sénégal, ça peut être peu importe, je m'en fous. Si je me sens bien quelque part, peu importe ce que je fais en fait. Donc finalement, le plus important, c'est pas l'art que tu pratiques entre guillemets, mais c'est plus la manière dont tu le pratiques et c'est ce ça, que te facilite, et la manière dont c'est fait, parce que tu sais, comme je t'ai dit, la photo en soi, c'est un milieu qui me régale, j'adore ce que je fais. Je pense que de par mon livre et de quelques trucs que j'ai pu faire, j'ai laissé une trace, et peut-être que dans l'histoire du rap, on s'en rappellera pas, on s'en fout, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas une attache profonde à me dire je vais faire ça toute ma vie, c'est exactement ce que je veux faire. Parce que voilà, comme je te dis, j'ai commencé à acheter des voitures, à louer des voitures, à me mettre je suis en train de rider en américaine, je kiffe, ça se trouve demain je fais un truc d'import-export, je vais chercher des voitures aux États-Unis, je les répare, je les revends, je suis content aussi. Parce que ce que je veux principalement, en fait après là on va rentrer dans un autre truc, mais ma mère est devenue handicapée en nettoyant la piste des autres. Tu vois, elle a été femme de ménage pendant 40 ans. Jamais de ma vie je voudrais. Alors, elle l'a fait pour ses enfants, c'est beau, je la remercierai jamais assez, mais je veux pas en arriver là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux pouvoir kiffer et vivre. Tu vois, là, on est en plein débat des retraites, pas retraite, on va travailler jusqu'à 80 piges, on sera à moitié mort, qu'on sera encore au boulot. Autant que ce soit un truc qu'on kiffe. Tu vois, moi je prends le problème à l'envers. Vous voulez qu'on travaille plus longtemps? Pas de problème. Je veux kiffer ce que je fais. Comme ça, je pourrais travailler jusqu'à la fin de mes jours. Et je sais que j'ai la chance de pouvoir parler comme ça parce que j'ai réussi à arriver là où j'en suis, tu vois. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se permettre de le faire, s'ils s'en donnaient les moyens. Je dis pas que tout le monde peut le faire parce que c'est compliqué, tu vois, surtout passer un certain âge. Tu vois, à un moment donné, tu commences à avoir des enfants, une maison, un truc, t'es pris par les factures et par plein de choses qui font que tu peux plus
changer du jour au lendemain et te dire ah bah c'est bon, j'ai envie d'être parachutiste. Tu vois. Bien sûr. Mais d'un autre côté, quand t'as l'âge et que tu peux le faire, fais-le, mon pote. Ce sera trop tard après. Et comment on le fait? C'est ça la vraie question. Genre, est-ce qu'il y a... Ça dépend des métiers. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Toi, quand t'as commencé vraiment à réaliser que t'étais en train de faire un truc que tu kiffais et tout ça, dans quelle mentalité t'étais en fait? Qu'est-ce qui t'a donné la force de te lever, d'aller au Brésil juste pour une photo, entre guillemets? Enfin, juste, non, pas juste, mais... D'aller au Brésil pour une photo, c'est quoi qui t'habite, à ce moment-là, la passion, elle était totalement dedans, tu vois. Je travaillais, j'ai été... au début, j'ai été plus passionné par le fait de photographier du rap, parce que je suis auditeur de rap, bousillé de rap, depuis la tendre enfance. Moi, je peux pas faire comme les gens qui disent « Ah, mon premier CD, c'était ça ». J'ai toujours écouté du rap. Je peux pas te dire c'est quoi le premier CD, j'en ai toujours écouté. C'est toujours, je peux te citer des trucs, frère, qui ont 1000 ans, que tout le monde a oublié, et moi je suis encore dedans en train de les écouter tous les jours, tu vois. Okay. Et donc, je pense qu'il y a pas réellement de recette, il faut essayer de faire quelque chose qui te plaît. Et à partir du moment où tu trouves quelque chose qui te plaît, essayer de te mettre dedans. Après, il faut prendre le problème dans l'autre sens. Souvent, il y a des gens qui n'ont pas de passion, mais peut-être qu'ils n'ont pas essayé. Tu comprends? Un pianiste, avant de devenir pianiste, il a essayé de faire du piano. Ça se trouve 3 mois avant, il a essayé la flûte, ça lui plaisait pas, il a changé. Il a essayé le violon, ça lui plaisait pas, il a trouvé le piano, il s'est passionné, il a continué sur le piano. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, ça se trouve demain je suis grutier. Parce qu'en fait, j'ai essayé tellement de choses dans ma vie. J'ai été carreleur, j'ai été préparateur de commandes, laveur automobile, j'ai fait 1 milliard de choses. J'ai été pâtissier, traiteur à Saint-Germain-des-Prés. Tu vois, j'ai fait énormément de choses, tu vois, et j'ai taffé au McDo, comme tout le monde. Ok, les gars, comme tout le monde. Et donc, tu vois, en fait, le fait d'essayer plein de choses, au bout d'un moment, tu vas finir par te rendre compte de ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Tu vois, c'est l'expression le voyage forme la jeunesse. Et ben, tu peux la rétribuer tu peux la convertir dans le travail et dans la passion. Plus tu vas essayer de passions différentes, plus tu vas essayer de choses différentes, et plus tu pourras te passionner potentiellement pour quelque chose. Le plus critique pour moi, c'est de pas essayer. Il y a beaucoup de gens, tu vois, ils sont passionnés par rien, mais ils essayent pas. Mais si tu n'essaies pas d'ouvrir un bouquin, si tu ouvres TikTok le matin et tu restes dessus, c'est pas là-dedans que tu vas trouver une passion. Ta passion, elle peut être partout. Tu peux trouver une passion sur TikTok. Tu peux, mais bon, tu m'as compris. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas contre TikTok. Il faut se lancer, quoi. Mais il faut se lancer, il faut essayer des choses. Il faut essayer. Moi, j'ai essayé, quand j'étais petit, j'ai essayé de faire des prods, ça m'a pas plu. J'ai essayé de faire du montage, ça m'a pas plu. J'ai essayé 1 milliard de choses. Et le jour où tu trouves un truc et quand tu te lèves le matin, t'es content, eh ben, c'est ce truc-là. Il faut continuer. Et pas lâcher, tu continues, ça marche, tu continues, ça marche pas, un jour pose-toi quand même peut-être la question, mais continue quand même, et puis voilà, moi après, c'est un alignement des planètes, tu vois, parce que j'arrive à un moment où il y a des besoins en photo, j'ai du bon matos, enfin il y a plein de choses qui se passent, et j'ai une détermination à l'époque hors du commun. Je pense qu'elle se calme un peu avec le temps. Ah ouais? Mais ouais, bah maintenant, c'est devenu un peu plus facile pour moi. J'ai plus besoin de courir après les projets. On m'appelle beaucoup. Je lance quand même beaucoup de projets. Je fais quand même beaucoup de choses pour me régaler et continuer à me régaler. Mais tu vois, pendant un moment, j'ai fait beaucoup de projets. Je pense que c'était 2020 ou 2021, j'ai fait beaucoup de projets parce que j'avais besoin de manger, tu vois. Je sortais de l'époque du livre où j'ai charbonné pendant longtemps, c'était compliqué, donc j'ai fait beaucoup de projets dont je n'étais pas forcément les plus fiers, mais beaucoup de projets parce qu'il fallait rentrer de l'oseille. On voit tout ce qu'il y a et on y va. Et au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Donc je me suis mis à travailler avec beaucoup d'artistes indépendants. Beaucoup d'artistes indépendants, inconnus au bataillon, mais simplement parce que eux me laissaient moi organiser les idées. En me voyant comme un photographe un peu déjà avancé dans le rap, tu vois ce que je veux dire? Il te laissait plus organiser les idées, tu vois? Ouais, il me laissait plus organiser les idées. Je me suis trompé, excuse-moi. T'inquiète. Donc il me laissait un peu plus organiser les idées. T'étais plus libre. Voilà, comme je suis un peu plus connu que eux de par les réseaux ou dans ma carrière un peu rap, et ben forcément on peut lui faire confiance. Et donc du coup je me suis mis à me régaler à faire des projets où comme un Fada où je te dis où je lui crame la tête, ou plein d'autres artistes avec qui on se régale et on fait des trucs, tu vois, un espion où on brûle tout un bâtiment de Tartaret, beaucoup de feu. Mais ce que j'ai vu les covers, j'ai fait il est bien mis de faire des trucs. Tu vois, un Bakar à l'époque, on avait pris un banc en massif qu'on avait mis dans la mer, on avait entendu la montée de la mer et il est assis dessus. C'est plein de choses que avec une maison de disques ça aurait été beaucoup plus compliqué à vendre parce que déjà t'as 15 personnes à
va devoir convaincre. Le chef de projet, tous les gens qu'il y a derrière, la promo, le manager, toute l'équipe digitale. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont tous donner leur avis et parfois ça peut te bloquer parce qu'il y en a un qui aime pas et donc on va tous se poser des questions. Ah non mais attends, en fait si lui il aime pas, peut-être que lui il a raison et machin. Et donc quand tu travailles avec des artistes indés, au moins t'es en ligne directe avec un gars, il aime bien. Bon bah, y a pas de débat. Tu vois. Et donc je me suis mis à faire ça pendant un certain temps. Que je continue à faire de temps en temps, ça me régale. Je taffe beaucoup avec des artistes indés et au moins ça m'a permis de, tu sais, tu peux relâcher, tu vois, t'as ce temps, parce qu'au bout d'un moment, t'as beau taffer qu'avec des artistes, t'as beau faire ce que t'aimes, ça devient un métier comme un autre. Ouais. Tu vois, il y a une routine qui s'installe et tout ça. Exactement, t'as la routine qui s'installe et t'as plein de problématiques autres auxquelles les gens ne pensent pas, les délais de livraison, les labels copies, les track listings, oh là là, t'as plein de trucs qui sont hyper chiants à gérer. Les gabarits, oh mon Dieu. Les quoi ? Les gabarits. Oublions ce passage. Ok. Là, en gros, c'est le. Non, mais c'est bon à savoir quand même c'est le format d'impression, en fait. Okay. Tu vois, quand t'as ta photo, tu l'envoies pas comme ça à l'imprimeur. Faut qu'il y ait une marge de découpe. Oui, bien sûr. Suivant l'imprimeur, la marge de découpe, elle est différente. Il y en a c'est 3 mm, il y en a c'est 5. Donc ça devient des trucs qui sont un peu plus chiants. Il y en a qui te demandent de pas, sur 5 mm, de pas mettre de titres. Il y en a qui te demandent les titres, il faut qu'ils aient une épaisseur. Parce que suivant l'imprimante qu'ils utilisent, elle va se voir ou elle va pas se voir. Donc t'as énormément de choses qui deviennent. Les fonds perdus, il y a des trucs comme ça. Exactement. T'as énormément de choses qui deviennent très contraignantes. Et quand t'es que là-dedans, t'arrives pas à souffler. Okay. Même si c'est le taf que tu kiffes et t'arrives pas à souffler. Oui, il y a une partie un peu, on va dire, ça pourrait correspondre à de l'administratif, on va dire presque. Ouais, c'est ça. T'as une partie, tout ce qu'il y a à gérer derrière et qui est pas mon métier de base. Ok. Je suis pas du tout graphiste. Je suis devenu graphiste par la force des choses. Et donc, au bout d'un moment, c'est un peu redondant, un peu difficile. Et c'est à ce moment-là que je te dis, je commence à développer tout ce cheminement avec des artistes indés où t'es beaucoup plus tranquille. Je peux attraper un gars et lui dire tu veux quoi. Enfin, il y a des mecs en Irlande, vas-y, viens, on prend l'avion, on va en Irlande, on fait des photos, on revient. Donc t'as déjà bossé avec des artistes à l'international aussi, du coup? Non, c'est en français, en France, mais on se déplace, tu vois. T'as jamais bossé avec des artistes autres que français? Si, c'est arrivé, mais pour des médias à l'époque. Ok. Pour des médias à l'époque. Ouais, tu sais, moi. En fait, je pense que. Toi, t'es plus attaché aux idées qu'aux personnes, entre guillemets? Ouais, en fait, je pense qu'il y a un truc qui m'aura aidé beaucoup, moi, dans ma carrière, c'est que peu importe qui t'es, j'en ai rien à foutre, en fait. Je travaille avec des artistes indés et je donne le même amour que quand je fais la cover de Fianso, de Niro, tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es un mec comme un autre, tu vois? Et je pense que les artistes avec qui je travaille le ressentent au final, tu vois? Je prends jamais de selfie avec les gens. Ah, vas-y, viens, on se prend en photo. Ah, je m'en fous, frère. Fais ta vie, je fais la mienne. Tu m'appelles, je fais ta pochette d'album. On rigole ensemble. Si on s'entend bien, c'est encore mieux. Si jamais on s'entend pas, c'est pas la fin du monde. Viens, on bosse. Et voilà, tu vois. Et non, mais ça, je le confirme à 100% parce que même avec moi, tu vois, t'as tout de suite été très réactif, très sympa, très cool. C'est important, en fait. Moi, je suis un petit média. Moi, c'est peu importe la taille du média, peu importe la personne avec qui je parle, peu importe l'artiste, son niveau, ce qu'il fait, enfin, peu importe, en fait. À partir du moment où tu me donnes du respect, t'es un être humain comme les autres. On se respecte, on y va. Si après t'arrives en grande gueule sur les réseaux, non, vas-y frère, bonjour, ça va, tranquille, on discute, et il n'y a pas de problème en fait, tu vois. Et donc je pense qu'avec le temps, c'est un truc que je me suis dit que j'ai développé, qui fait que ça m'a installé dans un confort au niveau des artistes, où les gens ils savent que, tu sais, avec moi, il n'y a pas de problème en fait. Je suis pas tous les jours en train soit de me vanter que je suis avec lui, soit de surcommercialiser le fait que j'ai travaillé avec quelqu'un, ou de sortir plein de trucs qui sont inédits, qui ne devaient pas sortir, ou tu vois ce que je veux dire. Tu respectes le taf de tout le monde. Je respecte le taf de tout le monde, peu importe qui travaille avec moi, j'essaie d'arranger, d'être lisse le plus possible, et ça m'a réussi pour l'instant. Génial. J'essaye. Eh ben écoute, je pense qu'on va finir là-dessus, David. Écoute, finissons là-dessus. Merci Allez, beaucoup. Salut. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur des terres. Avec grand plaisir. Et puis on te souhaite d'avoir encore plus de covers et de beaux projets pour 2023. Alors si je peux me permettre. Alors techniquement, tu m'as dit ça sort quand? Ça sort en avril, ouais, non. Alors si ça sort en avril, vous avez vu déjà que le premier trimestre 2023, chargé. Oh, putain,
putain de Ça merde. envoie. Incroyable, normalement. Ok. Incroyable. J'ai sorti des. Oh là, je les ai pas sortis encore. Je les ai faites, mais là, c'est incroyable. Ah, vas-y, dis des noms, c'est bon, ça sort en C'est avril. incroyable. Alors, là, j'ai fait On veut les. Alors, il n'y a pas que des artistes cotés, hein, mais Ok. il y a Nahir Intégral 2. Incroyable. J'ai Ok. dit, il n'y a pas que des artistes cotés, je suis en Nahir en premier. Ouais. Un grand bisou, je pense à quelqu'un d'autre, mais que de l'amour. Mais donc, Niro qui vient de sortir au moment où on parle. Pas à côté non plus, lui, on connaît pas. Non, mais je t'ai dit, il n'y a pas que ça. Il y en a forcément. Mais donc, Niro, Nahir, Saf, Ok. c'est exceptionnel. Il y a un artiste qui s'appelle J-Sauce. Ok. C'est incroyable ce qu'on a fait. Je vais te montrer. On a construit un décor dans l'eau. Ok. C'était vraiment phénoménal. Et après, j'en ai plein. Je ne sais pas quand est-ce que ça sort. Ok. Mais normalement, il y a eu pas mal de monde. Super. Et putain, il y a des noms. C'est pas sûr encore que ça se fait. Mais cette semaine, ce qui doit arriver, c'est pas mal. Ok. Si ça se fait. Génial. Bon, merci beaucoup, David. C'était une super de discussion. rien. C'était Merci à vraiment toi. un plaisir d'avoir échangé avec toi. J'adore tes lacets. Mais. Ah ouais, non, laisse tomber. C'est le lacet du galérien. Moi, je suis pas bon pour faire mes lacets. Tranquille. Non, il n'y a pas de problème. J'adore tes lacets. Que de l'amour sur tes lacets. C'est mec, on donne de l'amour à tout le monde, même aux lacets, bordel, c'est exceptionnel. C'est bon. Je sens qu'il y a un peu d'ironie sur mes lacets là. Non, jamais, Mais jamais. c'est bien, ils sont hors champ normalement. Jamais. Ils sont hors champ. Tu peux les mettre dans le champ vite fait, juste pour qu'on. Tu peux montrer à la France Vas-y, entière regardez, ce double la nœud, qualité petit de double cette nœud. paire. Franchement, en plus, Elle doit y a même avoir plus 12 de- ans. Écoute, c'est la Air Force blanche, ouais. Il a eu du mal à dire même que c'était une Ouais, Air Force, ouais, tellement ouais, il est ouais, honteux. ouais. C'est pas grave, Et elle on a te vécu. pardonne. Que de l'amour pour toi. Ciao. J'espère que vous avez C'était kiffé. la fin la plus longue, on va continuer encore un peu. C'était Déter avec David Delaplace. J'espère que vous avez kiffé. Bonne soirée ou journée. Je sais pas. Bonne soirée, journée, bonne année, joyeux Noël. Merci à vous.